Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un tour d'horizon des outils numériques utiles et importants pour toute personne qui souhaite développer son activité. Suite à une session d'initiation qui s'est déroulée ici à Framery avec les commerçants, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous en faire profiter. Parce qu'aujourd'hui je rencontre encore beaucoup d'indépendants qui se retrouvent complètement démunis face à des outils qu'ils ne comprennent pas et à des procédés marketing qui leur échappent totalement ou qui ne leur parlent pas du tout. Tout d'abord, entrons dans le vif du sujet en s'intéressant à la visibilité sur Internet et les bons réflexes à adopter. Pour commencer, on va se poser les bonnes questions. Donc, est-ce qu'on vous trouve facilement sur Internet? Est-ce que vous avez un établissement Google? Avez-vous un site Internet? Avez-vous une page Facebook? Diffusez-vous des publicités? Et êtes-vous sur un marché concurrentiel? Si vous n'avez aucune réponse ou très peu à ces questions, la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de choses à apprendre ensemble. Première chose, la recherche sur Google. Savez-vous comment on peut vous trouver sur Internet en effectuant une recherche? On peut atterrir chez vous par exemple, de la publicité ciblée, type Google Ads. On peut atterrir chez vous aussi via des annuaires. J'entends par annuaire tout type de marketplace type Amazon ou Vinted, ou bien des plateformes de livraison comme Takeaway, Uber. Alors l'intelligence artificielle, en effet, parce que beaucoup de gens effectuent des recherches de prestataires directement via des IA comme ChatGPT, Gemini qui est directement intégré à Google aujourd'hui. Et il arrive parfois que vos visiteurs accordent énormément de confiance aux résultats que l'IA va leur procurer. Alors il y a beaucoup de recettes qui permettent d'arriver en bonne position sur les moteurs de recherche, par exemple via des liens sponsorisés, donc les publicités Google Ads. Donc ce sont des publicités que vous allez payer pour être référencées via des mots-clés. Par exemple ici, en tapant chauffagiste sur Google, j'ai automatiquement des résultats sponsorisés, donc ces sociétés-là ont payé, surenchéri sur des mots-clés pour être suggérées à la recherche. Ce qui va vous permettre de gravir des échelons, c'est de recueillir des avis. J'ai mis entre parenthèses plaques NFC, ce sont des petites plaques que vous allez mettre sur votre comptoir, que les gens peuvent scanner pour vous laisser un avis directement sur un lien spécifique. Enfin, la qualité du site, c'est un autre élément déterminant, on le verra plus tard. Donc un site qui est structurellement bien fait va avoir des avantages par rapport à d'autres. Alors l'établissement Google, c'est un élément très utile en termes de référencement. C'est ce qui permet d'avoir une petite carte de visite à droite quand vous tapez une recherche sur Google. Alors, ça rassemble énormément d'informations sur votre établissement, notamment le site internet, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture et surtout les avis. Alors je vous encourage à fournir un maximum d'informations sur l'établissement en mettant en ligne des photos, des produits, bien décrire vos services, ajouter quelques actualités. Et surtout, utiliser le lien de recommandation d'avis et essayer de le distiller le plus possible à certains de vos clients. Alors un autre élément déterminant, encore aujourd'hui, c'est le site internet. Alors, de nos jours, la majorité d'entre nous consultent les sites internet depuis un smartphone, donc il est important d'avoir un site internet propre et à jour pour ne manquer aucune mise en relation avec votre clientèle. Alors je vais vous aider à démystifier quelques éléments techniques par rapport au site internet. Ça vous permettra de comprendre de quoi on vous parle si vous passez par un prestataire. Alors un site internet est toujours constitué d'un nom de domaine et d'un hébergement. Et parfois on vient lier une adresse mail. Alors je vais utiliser une analogie que tout le monde va comprendre. Donc quand je parle d'un nom de domaine, donc c'est l'adresse de votre site, on va dire que ce sera votre rue. Ensuite, l'hébergement, donc l'espace qui va venir accueillir tous les fichiers qui composent votre site internet, c'est ce qu'on appelle un hébergement. Donc ici par exemple, votre maison. Ensuite, à tout ça, on vient adjoindre une adresse email professionnelle. Ça sera votre boîte aux lettres. Ce type de structure fonctionne également pour l'e-commerce, donc c'est pratiquement la même chose. Donc vous avez votre nom de domaine qui est l'adresse de votre site, par exemple monsite.be, et l'hébergement dans ce cas-ci, ce sera votre magasin en ligne. Ensuite, on peut y adjoindre une ou plusieurs adresses mail, par exemple info@monsite.be ou support@monsite.be pour le support client. Alors voici un autre point déterminant quand on parle par exemple de qualité de site internet, c'est de faire en sorte de s'assurer que le site soit toujours visible quel que soit l'appareil qu'on utilise, que ce soit un smartphone, un ordinateur ou une tablette.
le contenu doit s'adapter et être toujours bien visible et ergonomique. Très important aussi, votre contenu doit être à jour. Donc je ne peux pas arriver sur des produits qui ne sont plus d'actualité ou plus de stock, ou des informations périmées. Enfin, assurez-vous pour bien guider votre visiteur de lui mettre à disposition des incitants, des boutons par exemple pour obtenir un devis, ou un bouton pour vous téléphoner ou être mis en contact, ou via un formulaire. Alors niveau visuel, quand on arrive sur votre site, on doit trouver directement en premier lieu les informations importantes. C'est pour ça que je vous ai dessiné 2 lignes pointillées pour vous montrer que le contenu important doit figurer entre ces 2 lignes. Je ne peux pas descendre ou scroller pour trouver les informations utiles pour vous contacter. Alors je fais aussi allusion, même en mobile, à la règle des 3 clics. Ça veut dire qu'en un minimum d'actions, je dois pouvoir trouver l'information que je recherche. Votre service, votre prix ou la mise en relation. Enfin, les informations doivent être claires et le design épuré. Je fais surtout allusion à certains sites où des pop-ups surgissent de partout pour attirer notre attention sur une promo, sur quelque chose. Ce genre de choses, je ne suis pas toujours très fan parce que c'est à double tranchant et ça pourrait, si c'est mal dosé, faire fuir votre client. Petit rappel, quelle est l'utilité aujourd'hui d'un site internet ? Bien, tout simplement, ça restera une vitrine professionnelle. Donc, une façon claire d'afficher vos services et vos prix, et surtout le meilleur moyen d'entrer en contact avec vous. Dans le cas d'un site e-commerce, beaucoup de clients s'assurent que la boutique existe réellement, qu'il y a de vraies personnes derrière et un vrai point de vente. Un gage de confiance au final. Assurez-vous d'avoir un site e-commerce bien fourni en termes de produits, à jour et avec le prix, le cas échéant. Enfin, dans le cas d'un blog, assurez-vous de bien faire attention à l'orthographe, de ne pas plagier du contenu et d'avoir un contenu original, donc rédigé par vous. Alors quand on parle de contenu, surtout en termes de référencement, il faut savoir que Google va surtout mettre en avant et faire remonter dans les résultats un site qu'il va juger expert en son domaine. Ça veut dire qu'il va scruter la page et détecter une sorte de champ lexical qui se rapporte au thème d'expertise. C'est ainsi que vous allez pouvoir remonter. Alors, on peut bien entendu de nos jours utiliser l'IA, ce que tout le monde fait, mais je vous conseille de vous en inspirer. Essayez de rédiger vous-même vos textes afin de conserver ce côté humain et naturel. Utilisez au maximum vos propres photos. Donc si vous prenez vos photos vous-même, assurez-vous qu'elles soient bien éclairées, bien propres. Et le cas échéant, utilisez une banque d'images. Attention, n'utilisez pas des images qui proviennent de Google Images ou d'autres sites pour éviter des problèmes de droit d'auteur. Alors je vous ai dressé une petite liste non exhaustive de quelques outils de création de sites internet. Alors au moment où vous allez consulter cette vidéo, peut-être que certaines informations auront changé. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous voulez quelques conseils sur certains outils. Par exemple, dans mon listing, j'ai repris Wix, qui est quand même un outil très répandu pour la création de sites vitrines et de sites e-commerce. Sur Wix, il est possible de créer un site avec l'IA. Donc simplement, vous lui dites ce que vous voulez et l'IA vous confectionne un site internet sur mesure. Alors l'un des plus connus en termes de e-commerce, ça reste Shopify. L'avantage de Shopify, c'est que l'outil vous permet de gérer votre vente en ligne et en boutique, avec le même interface, enfin, le même outil, et avec une gestion de stock. Alors Shopify, vous pouvez l'agrémenter grâce à un App Store fourni en différents modules, modules de livraison, marketing, etc. Enfin, l'une des références en création de sites internet, WordPress, donc qui est très connu et très répandu. WordPress, c'est un outil gratuit, mais qui permet de pratiquement tout faire. Maintenant, attention que dans l'App Store de WordPress, il y a beaucoup de choses, de modules gratuits, payants. Maintenant, je vous conseille de vous faire accompagner pour du WordPress parce que c'est pas toujours évident au premier abord. Alors, autre outil qui est souvent un peu négligé et qui pourtant est d'une valeur capitale, l'adresse email. Alors, je conseille fortement de recourir à une adresse professionnelle et surtout d'éviter les adresses email gratuites telles que Gmail, Outlook, Skynet, oui, ça existe encore. Avoir une adresse professionnelle, ça permet surtout de différencier vos comptes mail privés et professionnels. Très important, moi je conseille toujours en bas de vos emails de venir apposer une signature avec toutes vos coordonnées parce que ça peut éviter à votre fournisseur de chercher vos coordonnées, votre numéro de TVA et surtout à un client
de mettre la main sur votre numéro de téléphone pour surtout éviter de perdre un lead inutilement. Enfin, l'auto-reply, c'est une manière assez élégante de prévenir vos clients ou vos fournisseurs que vous êtes en vacances et ça évite surtout de semer la panique si vous ne répondez pas. Alors dernière chose hyper importante, évitez d'envoyer vous-même à partir de votre adresse mail des newsletters. C'est le meilleur moyen de vous faire blacklister. Il y a des outils vraiment dédiés aux newsletters et je vous encourage à utiliser ce genre d'outils plutôt que votre email. Alors petit rappel technique, comment ça fonctionne une adresse mail? Une adresse mail est liée à un nom de domaine, donc monsite.be vient alors se greffer une boîte mail. Donc info@monsite.be ou tout autre dénominatif. Alors petit tableau reprenant les avantages de recourir à un serveur mail payant plutôt qu'à un gratuit. Tout d'abord, détail non des moindres, c'est que vous pouvez utiliser un domaine personnalisé. Donc info@monentreprise.be au lieu de monentreprise@gmail.com, qui parfois est déjà pris et vous oblige à avoir des adresses email un peu exotiques qui sont pas toujours jolies à voir. Alors le stockage qui peut être souvent très limité en gratuit est souvent illimité en payant. Alors la sécurité qui, contrairement aux mails gratuits, est très basique, sur un payant va être un peu plus élevée avec un filtre anti-spam plus évolué. Alors sur l'interface en ligne de certains fournisseurs de mails gratuits, vous avez parfois des publicités qui viennent s'afficher dans l'interface, qui peut être assez dérangeant, contrairement aux services payants qui n'en affichent pas. Bien souvent, sur des comptes mail gratuits, le support technique est parfois très compliqué, voire parfois absent, ce qui n'est pas le cas d'un mail payant. Le mail payant, si vous oubliez votre mot de passe, il suffit de contacter votre informaticien qui va vous le resetter immédiatement. Alors voici un autre outil qui, pour moi, est d'importance capitale et qui gère votre temps. L'agenda. Alors j'ai déjà pu rencontrer des entrepreneurs qui n'utilisaient pas d'agenda et qui se retrouvaient à gérer parfois des semaines un peu chaotiques ou qui étaient parfois contraints de gérer plusieurs rendez-vous en même temps, ce qui n'est pas toujours très bien perçu côté client, et c'est pour cela que je vous encourage à utiliser un agenda et de le garder à jour. Surtout qu'aujourd'hui on peut gérer des agendas sur tous ces appareils, smartphone, ordinateur, et avoir un œil sur son emploi du temps en permanence. Alors utiliser un agenda, ça permet surtout de structurer sa semaine et d'être certain d'avoir du travail un peu tout le temps. Alors ça permet surtout de se rappeler de certains détails importants si vous avez un rendez-vous avec un client, son nom, son adresse, numéro de téléphone. Parfois en cas de Teams ou autre système de visio, vous avez le lien de la visioconférence dans l'événement de l'agenda. Si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, il est utile d'utiliser un agenda partagé afin d'éviter surtout les surprises si votre collaborateur doit s'absenter ou entrer en rendez-vous à tel moment. Enfin, dans certains cas, il est possible de synchroniser votre agenda avec votre site internet et de proposer à vos clients de prendre un rendez-vous directement en ligne et de venir immiscer ce rendez-vous dans votre agenda. Je fais référence par exemple à Calendly. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il existe des outils pour envoyer des newsletters à vos clients de manière structurée. Alors il est utile et je l'encourage fortement de récolter un maximum d'informations de vos clients et de structurer un listing de leur adresse email. Alors pour rappel, la newsletter, ça sert à quoi? Ça sert surtout à diffuser des annonces ou des offres spéciales ou autres éléments utiles et importants de votre activité, et n'oubliez pas de vous y prendre à l'avance lorsque vous décidez d'envoyer ce genre de courrier publicitaire afin que vous ayez le temps d'organiser votre promotion et surtout de prendre la main sur l'outil et ne pas vous y prendre le jour même pour vous familiariser avec la plateforme. Alors dernier point important, évitez de submerger vos clients, c'est la meilleure façon d'observer un désengagement de votre communauté. Dernier point très important, évitez au plus haut point de submerger vos clients et espacer le plus possible vos annonces. Une newsletter par mois par exemple, c'est largement suffisant et ça permet d'éviter que les clients se désabonnent de vos mails. Alors autre point crucial aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Alors petit rappel concernant les réseaux sociaux, avant que ça devienne un outil marketing, c'était un outil de socialisation. Gardez bien à l'esprit que même si les réseaux sociaux vont servir votre entreprise, gardez un ton humain et le plus naturel possible. Donc évitez d'assommer votre communauté avec des promos et des produits et des services. C'est le meilleur moyen de provoquer un désengagement massif de votre communauté. D'abord, votre page Facebook, par exemple, doit refléter votre site internet afin que
la personne qui va atterrir depuis votre page vers votre site ou inversement sache toujours où il est, qu'il détecte votre identité. Des réseaux, aujourd'hui, il en existe des centaines, mais évitez de vous disperser, utilisez un voire deux réseaux maximum pour commencer. Alors vous me direz, à quelle fréquence publier? Eh bien, n'en faites pas trop. Familiarisez-vous déjà avec l'outil avant de penser à publier à tout va. Ça doit rester pour vous quelque chose de satisfaisant et pas une contrainte. Essayez de montrer un maximum d'humain dans votre page, voire vous-même directement. Oui, ça rassure de voir la personne qui gère l'établissement ou l'activité que de voir des banques d'images qui dénaturent votre identité. Essayez aussi, dans le cadre de produits ou de services, de mettre en situation, de contextualiser. Ça permet à votre audience de se projeter dans ce que vous proposez. Alors essayez de ne pas publier n'importe quoi et de essayer de conserver un certain standing lié à votre identité, à votre marque, à votre activité. Quand je parlais de rythme de publication, on se rend compte rapidement quand on visite une page que parfois il y a un laps de temps trop long entre deux publications. Parfois on oublie de publier pendant les grandes vacances, les congés ou autres. Ça donne un sentiment de page laissée à l'abandon. Montrer de l'humain, ça permet de mettre en confiance. Donc on préférera toujours, même si ce n'est que des mains, voir quelqu'un utiliser le produit que simplement le produit pris en photo. Ça c'est plus une photo catalogue et de l'autre côté une mise en situation. Contextualiser, par exemple, Cal a bien compris, on vous montre une photo du fauteuil et d'un autre côté on vous montre le photo dans son contexte. Donc on voit une manette de jeu, un plaid, une tasse de café. On n'a plus facilement envie de se projeter dans ce genre d'image. Quand on dit ne pas publier n'importe quoi, c'est surtout éviter de publier du contenu de mauvaise qualité, comme des photos floues, des choses qui n'ont rien à voir avec votre business, ou des événements qui sont totalement hors propos, comme des tombolas du coin, ou aucun rapport avec ce que vous proposez. Alors au départ, on se pose beaucoup de questions et on risque de ne pas savoir quoi publier. Je vous ai dressé une petite liste de quelques petites choses, comme des actions spéciales, des concours, des arrivages de produits, des témoignages clients, ça peut être très important pour rendre vos services plus tangibles, des conseils, des astuces, des infos. En fait, j'aime à dire que tout peut être un sujet de publication. Et plus vous allez publier, plus vous allez vous rendre compte de ce que je voulais dire. Alors n'hésitez surtout pas à vous mettre en avant. Je sais que ça peut paraître dur au départ, mais je pense que vous allez apprécier les résultats. Donc n'hésitez vraiment pas à faire des vidéos, des reels. Ça amène énormément d'engagement. Autre outil qui a toute son importance dans l'attirail de la dépendance, c'est le CRM ou le programme de facturation. Donc un CRM, c'est l'outil qui permet de gérer votre clientèle, d'organiser les contacts et toutes les relations pouvant lier votre entreprise à vos clients. Avoir un business ordonné, c'est surtout gagner du temps. Le temps, on le sait très bien, c'est de l'argent. Alors le CRM va vous permettre de gérer donc, tous les contacts clients, entreprises, fournisseurs et surtout, plus important, gérer vos devis, vos bons de commande, vos livraisons, et pourquoi pas faire de la relance sur des devis qui n'ont peut-être pas encore abouti et concrétiser certains leads. Alors aujourd'hui, on sait très bien que en Belgique, PayPal est rendu obligatoire pour les transactions entre entreprises, et justement, c'est ce que va permettre votre CRM ou votre programme de facturation, c'est avoir une comptabilité propre, et surtout éviter les impayés. Alors on a tous connu une gestion de contact un peu anarchique, donc avec des contacts dans le téléphone, sur des bouts de papier, dans notre mémoire, et voilà, Dieu sait qu'on peut oublier des choses. Un CRM, ça permet justement d'avoir une structure propre au niveau des contacts clients. Certains CRM, par exemple, comme ici Team Leader, permettent de savoir à quel moment votre client a consulté votre devis en ligne. Vous pouvez même proposer la signature de vos devis par une plateforme en ligne. Tous ces outils permettent de lever des barrières et d'accélérer vos processus de vente. Et alors évidemment, fini les factures en Word ou en Excel, grâce à un CRM, vous pouvez envoyer vos factures en direct au client, faire une conciliation avec les comptes bancaires pour savoir si votre facture était payée, et gérer les relances automatiques, donc pour éviter de courir après vos clients. Alors voici une petite liste d'outils intéressants, gratuits ou payants pour la gestion de vos clients et de facturation. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo si vous souhaitez plus d'informations sur un outil adapté à votre secteur d'activité. Alors j'observe aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui arrivent à implémenter le cloud, mais pas toujours de manière optimale. Alors l'un des premiers impacts du cloud, c'est surtout au niveau économique. Donc quand on utilise le cloud de manière optimale,
on se rend compte qu'on observe une diminution des coûts informatiques de stockage. Pourquoi? Parce que utiliser pleinement le cloud, c'est se séparer de l'aspect physique et matériel. Donc moins de disques durs, moins de clés USB et surtout des appareils avec des espaces de stockage moindres qu'auparavant, des appareils du coup moins coûteux. Alors la chance avec un service cloud, c'est que c'est un outil hébergé dans un data center, ce qui signifie qu'au niveau sécurité, on est sur quelque chose de très élevé, avec un uptime de 99,9% dans la plupart des cas, et une réplication des données à diverses locations géographiques. Alors niveau disponibilité, bien évidemment le cloud est accessible de partout sur tous vos appareils, pour autant que vous disposiez d'une connexion Internet. On a cette facilité de partage, ça veut dire qu'on peut donner des droits à certains répertoires à certaines personnes. Quand on parle de répertoire, effectivement, dans le cloud, vous pouvez ranger tous vos documents importants, par exemple votre comptabilité, vos dossiers clients, dossiers internes, et également des dossiers personnels avec des droits d'accès uniques pour vous et uniquement vous. Alors le plus gros problème que l'on rencontre aujourd'hui par expérience, c'est la gestion des mots de passe. Alors le gros souci avec les mots de passe, par exemple, c'est que dans certains cas, ça peut être trop vulnérable. J'ai déjà eu un client qui avait un mot de passe qui tenait en 4 lettres. L'autre souci, c'est que parfois on les oublie. Autre cas de figure, les noter dans un cahier et oublier le cahier à la maison. Et arriver chez l'informaticien sans mot de passe. Ou parfois, le mot de passe est enregistré sur l'ordinateur, mais pas dans le smartphone, ou inversement, bref, c'est un peu l'anarchie. Pour pallier à ce genre de problématique, il existe ce qu'on appelle les coffres-forts de mots de passe. C'est quoi en réalité? C'est un trousseau sécurisé dans un cloud. C'est disponible sur tous vos appareils, pour autant que vous installiez la petite extension du service auquel vous allez souscrire. Et ça permet en fait de remplir automatiquement les champs de mots de passe et l'identifiant des sites dans lesquels vous allez devoir vous connecter. Fini les oublis et ça vous libère d'une grosse charge mentale de retenir les mots de passe et de devoir les réinitialiser systématiquement. Alors j'ai tendance à dire que c'est avec les bons outils qu'on obtient les bons résultats. C'est le cas avec votre matériel informatique. En tant que spécialiste Apple, j'ai tendance à mettre en avant l'aspect sécurité. Pourquoi ? Parce que chez Apple, c'est Apple qui fabrique les appareils et qui développe le logiciel. Ce qui nous permet d'avoir une symbiose parfaite entre matériel et logiciel. Et du coup, une sécurité accrue. Alors il est aujourd'hui important de sécuriser votre parc informatique avec tout ce qu'on entend aujourd'hui comme attaque, cyberattaque. On ne peut pas se permettre d'avoir une mise à l'arrêt de l'activité ou un vol de données. J'insiste aussi sur la protection de votre activité en ligne, bien souvent par le biais d'un petit logiciel, un agent de sécurité style Bitdefender ou autre système disponible sur le marché. Il faut éviter absolument que votre activité soit mise à l'arrêt ou que vous subissiez un vol de données. Alors je vois encore beaucoup d'indépendants qui sont freinés par le matériel parce que l'ergonomie n'est pas toujours optimale et ils passent plus de temps à comprendre l'outil qu'à être efficace. Parce que le matériel que vous allez utiliser est un outil et doit vous aider à gagner du temps, donc à être rapide et efficace. Enfin, le matériel informatique doit être durable. Essayez de recourir à du matériel que vous allez garder dans le temps. Alors votre smartphone, effectivement, est un outil qui a une place prédominante aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on peut faire énormément de choses avec. Donc premièrement, ça permet de gérer vos canaux de communication. Par exemple, vos emails, vos SMS, WhatsApp, Messenger. Gérer vos ventes, par exemple, via votre site internet, votre Shopify, votre CRM, programme de facturation ou vos différentes marketplaces. Le smartphone, aujourd'hui, permet de payer ou de recevoir des paiements via QR code ou autre application type SumUp. Vous pouvez bien entendu gérer votre marketing, publier sur vos réseaux et éventuellement faire des lives. Enfin, ça reste un téléphone. Dans certains appareils, type iPhone par exemple, vous pouvez avoir plusieurs numéros de téléphone ou par exemple installer une application de centrale téléphonique. Une centrale téléphonique, c'est ce qui permet par exemple d'avoir des horaires d'ouverture et des messages d'accueil ou de fermeture par exemple. Merci à vous d'avoir suivi ce petit tour d'horizon. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo ou me contacter directement. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre activité et à très bientôt.